Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous sommes arrivés au site rep numéro 148, nous sommes le 13 juillet 2019. Le bilan de la semaine, le nombre de violations est en baisse, mais le bilan humain, lui, il n'y a pas vraiment de différence. C'est bilan humain, destruction, c'est une catastrophe et surtout, comme nos auditeurs vont le voir, c'est surtout un problème de proportion. C'est-à-dire on a changé complètement la proportion entre munitions de gros calibre et munitions de petit calibre. Ouais. Avec une augmentation significative d'obus de 152 et de 122, il me semble bien, non 152, 122, puis d'autres machins aussi, ils nous ont sorti des nouveautés. Puisque du 6 au 12 juillet 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 159 reprises, donc on est à moins que la semaine passée, mais enfin c'est pas non plus transcendantal, durant lesquelles elle a tiré 122 obus d'artillerie de 152 mm, 128 obus d'artillerie de 122, 14 obus de chars d'assaut, 890 obus de mortier 120 et 82 mm. Donc là, on est un petit peu plus que la semaine passée. 2 roquettes de plateforme de déminage. Alors ça, c'est une grande nouveauté. C'est la première fois que je les vois apparaître, ceux-là. Donc, on vous montrera une petite photo d'un de ces machins. Il y a plusieurs modèles qui existent. C'est des appareils qui permettent de traverser un champ de mines en détruisant les mines sur un couloir de quelques mètres, sur une longueur d'une centaine de mètres à peu près. Hein. C'est ça. Donc en fait, ça tire des roquettes qui, lorsqu'elles explosent, en fait, font péter toutes les mines sur le passage. Et donc après, tu peux passer, c'est safe, quoi. Voilà. Donc ils nous ont sorti cette nouveauté. Ça, c'est la première fois que je les vois. Si on rajoute les munitions de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, système de défense antiaérien, lance-grenades et armes légères, on arrive à un total de 1976 munitions, donc beaucoup moins que la semaine passée. Mais on va vous montrer le graphique des munitions tirées chaque jour, et vous allez voir qu'en fait, on est passé de ce qui était plus ou moins la statistique habituelle, qui était en gros maximum 25% de munitions de gros calibre, on est passé à moitié à 3/4 de munitions de gros calibre selon les jours. Oui, c'est énorme. Donc en fait, on est passé de plus de 3000 munitions par semaine à 1900, mais en fait le nombre de munitions de gros calibre, il n'a pas diminué en conséquence. On est passé de 1200 et quelques munitions de gros calibre la semaine dernière à 1030, 1040, un truc comme ça cette semaine-ci. Donc on a presque diminué de moitié le nombre de munitions totales, mais le nombre de munitions de gros calibre est quasiment resté le même. Donc c'est là que vous voyez en fait où est l'entourloupe. Et les dangers en plus. Et les dangers en plus, parce que là durant les dernières 24 heures, on a quand même eu donc 23 violations de plus, avec 231 munitions, dont 10 obus d'artillerie de 152 mm, un missile anti-char philo-guidé et 160 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc on reste sur la même tendance assez pourrie, parce qu'à 230 munitions, on en a quasiment 200, c'est du lourd, quoi. Voilà. C'est du très gros calibre interdit par les accords de Minsk. Le bilan, bien entendu, est à l'avenant, puisque les tirs de cette semaine ont tué 4 soldats de RPD, en ont blessé 3, une civile est morte, je vais revenir dessus, 2 civils ont été blessés. En termes de destruction, alors là, c'est carrément... C'est la fête au village. 52 habitations, 16 garages ont été endommagés cette semaine, plus 11 durant les dernières 24 heures. Eh bien. Ouais. La station de pompage de Vassilievka, de nouveau prise pour cible à plusieurs reprises, heureusement sans faire de victimes, mais aussi la maison de la culture de Kominternovo, l'église de Kominternovo, 2 écoles à Krasnoarmeyskoye, un ancien bâtiment de Yassinovataya, un ancien bâtiment administratif, ont aussi été pris pour cible cette semaine. Donc l'ancien bâtiment administratif de Yassinovataya, c'est lui qui s'est pris le missile anti-char philo-guidé les dernières 24 heures. Ah oui, d'accord. Après la maison de retraite, voilà. Non mais vraiment c'est affligeant. Et ils ont fait cramer 10 hectares de blé. Ils font ça aussi en Syrie. C'est étonnant ces parallèles entre la Syrie côté terroriste et... L'année dernière, on avait déjà eu ce sketch, si nos auditeurs s'en souviennent. On avait déjà eu une grande quantité de cultures qui avaient brûlé. Donc c'est la technique habituelle. Voilà, terroriste néo-nazi, bien sûr c'est le même sponsor américain, forcément. Donc même méthode. Encore une fois, le bombardement, donc on montrera une petite carte qui montre bien que certains des villages qui ont été bombardés sont à près de 10 km de la ligne de front. Donc ça montre bien que les pièces d'artillerie ukrainiennes sont installées très près de la ligne de contact.
Côté ukrainien, les pertes de la semaine sont de 10 morts et 29 blessés, dont 4 morts et 7 blessés dus au tir de réponse de la RPD. La milice populaire de la RPD nous a gratifié son humour. Quand ils ont répondu en tirant sur une position de tir qui était située dans une espèce de bunker, ils ont dit que c'était les Martiens. C'était des Martiens non identifiés qui ont déglingué le poste de tir ukrainien. On a aussi tiré sur un camion de l'armée ukrainienne qui amenait des soldats pour nous faire une belle petite saloperie. Ah oui. Et donc, nos soldats ont tiré là aussi au missile anti-char philo-guidé sur le camion. Et donc là, Daniil Bessonov, le porte-parole de la milice populaire, a dit que... alors c'est une private joke, je vais vous expliquer après. Il a dit, c'est la clim qui a pété, faut se méfier avec les climatisations chinoises, c'est pas de la bonne qualité, c'est dangereux. Alors pour ceux qui savent pas, en 2014, quand l'armée de l'air ukrainienne très exactement, a bombardé en fait le centre-ville de Lugansk, en larguant des bombes depuis les avions de chasse ukrainiens, l'OSCE avait sorti qu'un des bâtiments touchés avait été endommagé à cause de l'explosion d'un climatiseur. Ah oui, je crois me souvenir de ça effectivement. Donc ça, c'était un petit peu la réponse de l'RPD à la bergère, tu vois. Ça a mis du temps, mais bon. C'est le climatiseur du vieux camion Kamaz, tu vois, made in China, qui a fait péter le camion. Ouais. C'est un petit point rendu. Hein, oui. Voilà. Ça vous apprendra à raconter de la merde et à tirer sur les civils. Voilà. Enfin. En tout cas, cette semaine, l'OSCE a enfin réussi à faire son travail d'inspection de la zone près de la ligne de contact, malgré plusieurs tentatives de brouiller les signaux de ces drones. Plusieurs ont dû se poser en urgence pour éviter d'être perdus, pour pas dire pour éviter de se cracher. Résultat, ils ont détecté quand même 140 pièces d'armement lourd près de la ligne de contact côté ukrainien. À savoir 5 lance-roquettes multiples grades de 122 mm, 15 obusiers automoteurs, alors ils n'ont pas spécifié le calibre, 68 chars d'assaut T-64, 2 canons anti-chars à pirate 100 mm, 3 mortiers de 82 mm Vassiliek et 47 BMP et BTR, donc c'est véhicules de transport de troupes blindées et véhicules de combat d'infanterie. D'accord. Et à part ça, Zelensky te dit qu'il veut la paix. Ah bah c'est mal barré, hein. Il est mal parti depuis un bon moment déjà, hein. Ouais, je veux pas être méchante, mais ouais. Les RPD en a d'ailleurs profité pour appeler les représentants des pays de l'OTAN qui font régulièrement des petites visites de familiarisation avec la situation sur la ligne de contact, de cesser de provoquer les soldats ukrainiens pour les pousser à bombarder la République, puisqu'il semble qu'avant chaque visite d'une commission d'inspection de la zone de front, les commandants des unités ukrainiennes reçoivent l'ordre d'intensifier les bombardements de zones résidentielles de la RPD. Ainsi, l'intensification des tirs d'artillerie sur le sud de la RPD, parce que le gros des tirs d'artillerie de 122 et de 152 de cette semaine, c'est sur le sud de la RPD. C'est comme Internovo, Sakhanka, Leninskoye, Zaïchenko, etc. C'était lié à quoi? La venue de cette chère Isabelle Dumont, l'ambassadrice française en Ukraine. Eh bien. On en avait déjà parlé de cette... Il va y avoir une petite place pour elle sur les bancs du stade de foot quand il s'agira de poursuivre les crimes de guerre et les complicités de crimes de guerre dans le Donbass. La semaine passée, c'est un attaché militaire allemand qui était venu dans la même zone pour évaluer l'efficacité de l'artillerie ukrainienne et sa tactique consistant à bombarder des objets et infrastructures civiles en RPD. Voilà à quoi servent les visites des garants des accords de Minsk. C'est très intéressant. Alors, si c'est comme ça que vous demandez le respect des accords de Minsk et que vous espérez la résolution pacifique du conflit dans le Donbass, je pense qu'on n'a pas la même définition. Je voudrais savoir quelle est la marque de votre dictionnaire. Oui. Puisqu'on va revenir donc sur, malheureusement, le premier civil mort, ou plutôt la première civile, qui a payé de sa vie la charmante politique de Zelensky depuis qu'il a pris officiellement ses fonctions. Puisque dans la nuit du 10 au 11 juillet, donc l'armée ukrainienne a lourdement bombardé la périphérie de Gorlovka, tuant une civile. Ils sont aussi pas mal acharnés sur le district de Telmanovo. Résultat, ils ont foutu le feu à une maison. Et quand les pompiers sont arrivés, est-ce que j'ai besoin de vous dire quelle est la technique habituelle de l'armée ukrainienne? La lâcheté, évidemment. Voilà, ils foutent le feu, puis après ils empêchent les pompiers de faire leur boulot.
Voilà. Voilà, comme on peut le voir, là, l'escalade meurtrière qui a entamée il y a 1 mois et demi dans le Donbass se poursuit. Donc du 10 au 11, il y avait eu quand même pas mal de tirs, il y en avait eu à peu près 23 violations, si je me souviens bien, des tirs qui n'avaient pas fait de victimes civiles ni de destruction. Mais alors faut savoir que les bombardements, les violations, tout ça, sont comptés à chaque fois de 3h du matin à 3h du matin. Et donc après 3h du matin, le 11 juillet, là ça a été une autre histoire. Parce que dès 3h40 du mat, l'armée ukrainienne a tiré l'artillerie de 122 mm, 12 obus quand même, sur le village de Loukovo. Je me suis rendu hier pour une mission humanitaire, qui est donc situé dans le district de Telmanovo, c'est dans le sud de la RPD. Il y a eu un bâtiment agricole qui a pris feu, donc les pompiers de Telmanovo ont été appelés, parce que bien entendu il y avait des craintes que l'incendie ne se propage aux maisons voisines. Donc un camion et une équipe de pompiers de Telmanovo a été envoyé sur place. Et alors qu'ils avaient presque fini de circonscrire l'incendie, bien sûr les soldats ukrainiens n'ont rien trouvé de mieux à foutre que de commencer à tirer sur la zone où se trouvaient les pompiers à coups de mortier de 120 mm. Donc les pompiers ont dû aller se mettre à l'abri. Ils sont d'abord planqués derrière une maison avant de descendre dans un abri souterrain pendant 30 bonnes minutes. Au lieu de se réfugier avec les autres pompiers, le chauffeur du camion, alors, lui, il a des... Il y a de sacrés coronesses. Parce que au péril de sa vie, il a emmené le véhicule de pompiers dans une zone plus sûre pour éviter que les obus ne détruisent complètement. C'est pas un camion de première jeunesse en plus. Donc le mec, il avait la suite dans les idées. Il avait déterminé en tout cas. Déterminé, donc il a réussi. Le camion n'a pas été totalement détruit, mais il a quand même été endommagé. On montrera des photos qui montrent que l'arrière du véhicule, plusieurs des compartiments ont quand même souffert. Il n'y a pas eu de pompiers blessés, heureusement. Mais bon, je trouve que s'en prendre à des pompiers qui font leur travail, c'est... D'une extrême lâcheté, oui. Oui, je ne peux pas dire d'autres mots beaucoup plus vulgaires, parce que franchement, là on touche le fond. Je veux dire... entre ça, bombarder les écoles, les églises, etc., enfin, voilà, quoi. Voilà. Mais ça semble-t-il pas suffi aux soldats ukrainiens, puisque dès 5h10 du matin, le même jour, l'armée ukrainienne a tiré sur plusieurs localités de la périphérie de Gorlovka, entre autres Golmovski, Zaïtsevo et Dolomitnoye, qui en 2 heures ont reçu 28 obus d'artillerie de 122 et 20 obus de mortier de 120 mm. Et malheureusement, à Golmovski, un des obus tirés par l'armée ukrainienne a tué une civile de 70 ans. On montrera une petite carte qui montre d'où venait le tir. Et puis les gens, pour moi, il y a une petite photo de la dame. Je ne vous la mets pas en grand parce que j'ai pas envie de vous coller des cauchemars. La pauvre femme. La dame a reçu en fait un shrapnel en pleine poitrine donc en fait c'était une blessure mortelle, elle avait aucune chance et donc elle n'a pas survécu à cette blessure, donc elle est morte sur place. Ces tirs ont endommagé 6 habitations des Zaïtsevo et Golmovski. Bon, dans le même temps, t'as Zelensky qui proposait de faire une réunion au format Normandie agrandie en y mettant les États-Unis et la Grande-Bretagne. Je ne vois pas à quoi ça servira. Bon, oui, c'est clair. Zelensky ferait mieux de calmer son armée s'il en a le contrôle, parce que c'est même pas garanti. Moi, au vu de la situation actuelle, je comprends parfaitement pourquoi la Russie avait dit qu'il jugerait Zelensky sur ses actes avant de le reconnaître ou non comme président légitime de l'Ukraine. C'est très mal barré là pour l'instant. Pour l'instant, c'est 0 pointé pour moi. Non, il s'est même pointé à Stanitsa Luganskaya sur la zone effondrée du pont, soi-disant pour voir la situation des civils, je veux dire. Mais là, il a donné l'ordre à son quartier général de répondre de manière ferme à toutes les provocation des milices populaires de la RPD et de la RPL. Bon, si c'est comme ça que tu veux appliquer les accords de Minsk qui résoudent pacifiquement le conflit, je pense que toi aussi tu as un petit problème de dictionnaire. Je pense que va falloir revoir un petit peu tout ça. Et Stanitsa Luganskaya, on va en reparler, puisque donc après le désengagement, j'avais dit qu'il y avait de grosses craintes quand même que ça tienne pas très longtemps. Ça n'a pas loupé. On le craignait, effectivement. Parce que les observateurs de l'OSCE ont enregistré la présence de soldats ukrainiens dans la zone de désengagement de Stanitsa Luganskaya, alors que c'est interdit.
Bah, ça sera Ils la n'auraient même pas réussi à tenir un mois avant de violer l'accord de désengagement. C'est quand même magnifique. Hein. C'est... ouais, 82e, c'est ça, du coup? Ouais, c'était à 82e. Ouais. Non, mais enfin, je veux dire. Non, ils font comme à Petrovskoye et Zolotoye, où ils disent que le désengagement est toujours actif, mais en fait, ils passent leur temps à le violer de temps en temps. Ils envoient des soldats par-ci par-là, et puis ils repartent. Ils restent pas de manière permanente, mais voilà. Voilà. Donc, l'info a été donnée par Ivan Filiponenko, hein, qui est l'attaché de presse de la milice populaire de la RPL. Hein, il a dit, puisque malgré le désengagement des forces et du matériel qui a eu lieu à Stanisław-Luganskaya, les militaires de la 25e brigade de l'armée ukrainienne sont toujours là. Les faits concernant la présence de militaires ukrainiens dans la zone démilitarisée a été confirmé dans le rapport officiel de la MSS de l'OSCE. Donc je confirme, j'ai trouvé le rapport. Donc effectivement, il y a eu un jour où ils ont noté la présence de 9 soldats. Mais le lendemain, ils n'étaient plus là. Tu vois, ils viennent, ils repartent. Tu vois, ils font une petite provocation, un tir, un machin, puis ils se rebarrent. Voilà. C'est du grand délire. Ce que Filiponenko a dit, c'est que il semble que la présence de ces soldats ukrainiens dans la zone de désengagement s'expliquerait peut-être par le fait qu'ils auraient suivi un ordre donné précédemment par le chef des parachutistes, le fameux général Zabrodsky. Ah bah tiens. Notre cher ami Zabrodsky. Ah bah oui, qui maintenant donne son nom à des opérations suicides hein, sur le front. Voilà, Hein, c'est comme ça qu'on... pour préparer une petite provocation armée, pour créer un prétexte pour le retour ultérieur des unités militaires ukrainiennes à leur position antérieure. Hein, voilà, c'est toujours la même histoire. Après avoir saboté 80 fois le truc en disant oui mais il y a des tirs, oui mais c'est vous qui tirez, bande de connards, voilà. Je rappelle quand même que cette décision d'opérer ce retrait date quand même de septembre 2016. Oui. Bon, enfin, avec Zabrodsky, hein, ce que tu veux. Septembre 2016, hein, quand même, que les représentants de l'Ukraine, de l'RPL, de l'RPD, de la Russie et de l'OSCE avaient signé un accord cadre sur le retrait partiel des forces dans le Donbass, sur 3 zones de désengagement, à Zolotoye, Stanitsa-Luganskaya et Petrovskoye, qui est l'étang RPD. Voilà. Le désengagement a été achevé à Petrovskoye et Zolotoye assez rapidement, mais il a fallu quand même plus de 80 tentatives pour que Kiev arrive au bout pour Stanitsa-Luganskaya. Je rappelle que suite à ce désengagement, il est totalement interdit aux deux parties en présence d'amener aussi bien soldats que armes ou matériel militaire dans la zone de désengagement. C'est une zone totalement démilitarisée. Donc la présence de soldats ukrainiens est une violation flagrante des règles du désengagement à Stanitsa-Luganskaya. Et je rappelle que c'est exactement ce qu'elle a fait dans les 2 autres zones, hein, Zolotoye ou Petrovskoye, où après un retrait initial, ces troupes ukrainiennes sont revenues à leur position antérieure, violant les accords conclus. Donc c'est ce que je craignais. J'avais dit hein, que ça ne tiendrait pas longtemps. Hein, oui. C'est comme les cessez-le-feu, quoi. Bah oui. Et puis, il n'y a pas que les civils et les pompiers qui se retrouvent pris pour cible par l'armée ukrainienne. Les journalistes aussi. C'est une vieille mauvaise habitude, celle-là. Pour aller plus vite, il faudrait dire ceux qui n'ont jamais été l'objet de ce genre de choses. À mon avis, la liste est vide. Ouais, parce que même les observateurs de l'OSCE sont déjà fait tirer dessus. En fait, ouais. Donc en fait, on a eu 4 occurrences comme ça. C'est quand même assez inquiétant en très peu de temps, hein, quand même. Hein. Puisque le 8 juillet 2019, donc on a eu une équipe de journalistes de 6 TV qui s'est retrouvée prise sous les tirs des forces armées ukrainiennes à Gorlovka. Ils étaient venus filmer l'endroit où un civil avait été blessé samedi dernier. Les tirs n'ont heureusement pas fait de victimes, mais comme je le disais, c'était la 4e fois que des journalistes se sont retrouvés pris sous les tirs de l'armée ukrainienne en moins de 2 semaines. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc samedi 6 juillet, on a eu un civil, Monsieur Kiritchenko, à Gorlovka, qui a été blessé par les éclats d'une balle explosive qui a atterri dans son jardin. Il a été blessé au bras, mais enfin bon, en gros, il a essayé de se soigner lui-même. Et en fait, il a informé l'administration que 2 jours plus tard, parce que la plaie s'était infectée. Voilà. Donc là, il a appelé les secours, et donc les journalistes ont été mis au courant. Donc la chaîne locale de Gorlovka 6 TV décide alors de se rendre sur place pour faire un reportage. Et un peu avant 14h, alors qu'ils sont toujours sur place, l'armée ukrainienne se met à tirer l'arme légère sur la zone où ils se trouvent. Bon, heureusement, ils n'ont pas été blessés, ils ont réussi à fuir la zone. Mais là, en moins de 2 semaines, on en est à 4 fois. 4 fois en 2 semaines, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein, que les journalistes se retrouvent être la cible, ça fait un petit peu délibéré quand même. Hein. Est-ce qu'il veut offrir des preuves de leur criminalité à force?
Ouais, à force. Puisque je rappelle que donc le 27 juin, on a eu Patrick Lancaster avec d'autres journalistes qui s'étaient rendus à Alexandrovka, on en avait parlé, qui s'étaient retrouvés pris sous les tirs de l'armée ukrainienne alors qu'ils étaient venus filmer les conséquences des bombardements qui avaient lieu le jour même. Voilà. Or, je rappelle qu'à Alexandrovka, l'armée ukrainienne a quand même une bonne vue sur le village et qu'en plus, je rappelle, ils utilisent fréquemment des drones pour corriger leurs tirs. Donc, l'armée ukrainienne a peu d'excuses en termes de oui, mais on ne savait pas sur qui on tirait. Oui. Hein, ouais. Voilà. Le 2 juillet, c'est une équipe de la télévision russe qui était accompagnée là aussi de Patrick Lancaster et d'un membre du service de presse de la milice populaire qui s'était retrouvé pris sous les bombardements de l'armée ukrainienne là aussi. Donc, c'était à la limite entre Trudovski et Alexandrovka. Et le 7 juillet 2019, c'est une équipe de la chaîne télévisée russe Zvezda, là aussi accompagnée d'un membre du service de presse de la milice populaire, qui s'est retrouvé pris sous les tirs de mortier de l'armée ukrainienne à Kominternovo, donc justement près de la fameuse maison de la culture. Ouais. Donc ils étaient justement en train de filmer, ils avaient filmé les dégâts sur l'église de Kominternovo dont j'ai parlé et sur la maison de la culture du village, quand à 12h56 la 36e brigade des forces armées ukrainiennes a ouvert le feu à coups d'obus de mortier sur la zone. Là encore, ils ont eu de la chance, les journalistes ont réussi à quitter la zone sans être blessés. Mais comme je dis, moi quand je vois une multiplication comme ça du nombre de fois où des journalistes se trouvent pris sous les tirs en plein jour alors qu'ils font leur travail, j'ai un petit peu de mal à pas penser que ces tirs sont délibérés et visent à les empêcher de faire leur travail et de montrer les crimes de guerre de l'armée ukrainienne. Non, mais une fois ça peut, oui, effectivement. Voilà, mais là, c'est systématique, 4 fois en 2 semaines, des journalistes qui sont systématiquement pris sous les tirs des forces armées ukrainiennes dans des zones purement civiles. Il n'y a pas sur position, il n'y a pas d'équipement militaire, il n'y a pas de soldats. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. Hein, voilà. Donc moi je trouve quand même que là, pour l'instant, comme je dis pour Zelensky, c'est 0 pointé. Hein. Pour la paix, on repassera. Et donc on avait parlé de Vladimir Tsemar qui avait été enlevé par le SBU, puis on se demandait bien quelle idée ils avaient derrière la tête. On a compris. On a compris parce que le week-end dernier, les médias ukrainiens nous ont, comment je pourrais dire ça, gratifié d'une fake news stratosphérique. Oui, ils sont très doués pour faire des grosses boulettes bien visibles de partout. Oui, parce qu'ils nous ont publié les pseudo-aveux de Tsemar, prétendument à propos du fait qu'il aurait dissimulé le bouc de la milice populaire qui aurait abattu le MH17. Donc, c'est entre autres Sensor.net qui nous a pondu ce machin. Donc, ils ont publié une vidéo, on montrera un petit screenshot, dans laquelle Tsemar, donc qui je rappelle a été enlevé sur le territoire de la République populaire de Donetsk par les forces spéciales ukrainiennes, donne une interview dans laquelle il aurait avoué qu'il aurait personnellement caché le bouc qui a tragiquement abattu le MH17. En regardant cette vidéo, on se rend compte que, comme de manière habituelle dans beaucoup de reportages, on a plusieurs morceaux de vidéos compilés avec une voix off, c'est le machin traditionnel. T'as pas besoin d'être un initié pour comprendre qu'il y a un montage vidéo derrière. Il y a des morceaux de vidéo qui ont été découpés, collés, fusionnés ensemble. Voilà. Bon, normalement, l'éthique journalistique veut que les personnages principaux de l'histoire parlent directement et sans montage. Donc, normalement, c'est pas la voix off de parler à la place de la personne. Ben non. Voilà. Sauf que, qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo ? On va vous montrer un autre petit screenshot. À 2 minutes 24 dans la vidéo, on voit l'interview de Tsemar, où il parle vraiment du crash du Boeing malaisien. Et à 2 minutes 34, qu'est-ce qu'on voit ? Oh, un joli petit flash blanc. C'est ce qu'on appelle un fondu blanc, c'est un petit flash blanc qui apparaît, pour relier 2 vidéos coupées l'une à l'autre, pour que à l'œil, ça fasse pas choquant, tu vois. Ça a l'air un petit peu, une transition harmonieuse. Voilà, c'est là. Une méthode classique que moi-même j'utilise parfois dans mes vidéos quand je dois recouper et réassembler plusieurs morceaux. Voilà, rien d'extraordinaire. Et là, qu'est-ce qui vient après ce fondu au blanc ? Là, on se retrouve avec la partie un peu conte de fées, puisque on se retrouve avec Vladimir Tsemar qui aurait dit, selon Sensor.net, j'ai caché ce bouc, sauf qu'en vrai, dans la vidéo, tu entends un bip.
Je vais même vous montrer où il a commencé et où je l'ai emmené. Voilà. C'est-à-dire que là, Tsemach aurait immédiatement avoué avoir caché ce book entre 3 minutes 27 et 3 minutes 31. Bon, le petit problème, c'est que, bon, il y a des gens qui se sont dit, oui, mais attends, s'il y a un fondu au blanc, c'est qu'ils ont couplé. Oui. Si on a recollé des morceaux de la vidéo ensemble, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été découpé, qui a été enlevé. Hein, on a enlevé du contenu. C'est logique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'il a dit en vrai dans la petite partie qui a été enlevée? Puis qu'est-ce que cache le petit son bip présent dans la vidéo à 3 minutes 30? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la vérité, elle est simple comme 5 copecs. Puisqu'en fait, il y a eu une série de vidéos sur le Donbass intitulée « De frère à frère », qui a été filmée et publiée en 2015. Donc, on a un petit screenshot de la vidéo originale qui avait été publiée sur la chaîne YouTube de la branche du parti Patrie de Ramenskoye. Bon, depuis, la chaîne a disparu. Je vous rassure, j'ai fait une sauvegarde de la vidéo et je l'ai publiée sur YouTube. Donc, non, je sauvegarde tout en ce qui concerne le MH17. Parce que les vidéos ont tendance à disparaître sur YouTube. C'est mystérieuse, n'est-ce pas? Bah, il faudrait pas aider à disculper la Russie et la DNR ou à l'RPD des accusations grotesques de destruction du MH17. Hein. Bah, donc j'ai sauvegardé le truc, donc ceux qui veulent, on mettra le lien vers la vidéo originale sauvegardée. Et donc dans le numéro 3 de ce programme, il y a la même interview de Tsemach, mais intégrale, sans coupure. Voilà, donc dans la vidéo originale, ça apparaît à peu près à 5 minutes 02 et ça va jusqu'à 5 minutes 58. Et là, en fait, de quoi ça parle? En fait, ça parle de la bataille de Debaltsevo. Donc ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Ouais, c'est clair. Donc, je vous donne la transcription traduite de l'interview de Tsemach, où il dit, eh bien, c'est ici que le Boeing est tombé, en partant de Petropavlovka jusqu'à Grabovo, c'est une très grande étendue, environ 10 km, c'est là qu'est tombé le Boeing. Et le journaliste, il dit, mais qu'est-ce que vous disiez à propos du passage? Parce qu'en fait, il parlait de la bataille de Debaltsevo, et donc Tsemach lui répond, les chars d'assaut ne sont pas passés ici, sur cette route, ni depuis le passage que vous avez filmé. Pas un seul char d'assaut n'est passé. Ils ont essayé pendant longtemps, péniblement, 2 mois et demi, nous avons tenu, c'est le gamin, donc ça c'est le surnom d'un de ces gars, Mizouchki, donc c'est ces soldats qui maniaient, donc comme on le disait, des Zouchka, les fameux ZU-23, hein, ces canons anti-aériens de 23 mm. Donc ce sont Mizouchki qui les ont retenus. Donc là, le journaliste est un peu interloqué. Attends, comment ça vous avez arrêté des chars avec des Zouchka, quoi, bah, tu vois, en mode, c'est un peu énorme. Donc il explique. Bah, il dit quoi? Je vais te raconter. Il dit, il a détruit un Souchka, c'est-à-dire un Sukhoi 25. Eh bien, c'est plus tard, oui, il a détruit un Souchka, le second Souchka a abattu le Boeing, donc il te parle de cette histoire de Sukhoi ukrainien qui aura abattu le Boeing. Il dit, je suis au courant, il dit, j'ai sorti ce gamin, donc il parle bien du gamin, j'ai caché cette bip, je vais même vous montrer où il a commencé et où je suis allé le chercher. Sauf qu'en fait, le bip cache le mot bit. Rouille en russe. Voilà. Donc en fait, les médias ukrainiens ont coupé le moment où Tsemach passe du Boeing abattu à la bataille de Debaltsevo, ce qui est un truc complètement différent. Voilà. Oui, il parle du fait que son équipe, qui normalement est faite pour faire de la défense antiaérienne, a utilisé les Zouchka, qui normalement sont pas faits pour ça, pour arrêter des chars d'assaut, ce qui est énorme. Hein. Je veux dire, c'est juste grandiose. Voilà. On peut le faire, c'est méchant quand même. On peut le faire, hein. C'est juste qu'à la base, c'était pas conçu pour ça. Voilà. Oui, absolument. Mais en fait, on comprend quand on lit ça, qu'en fait, Tsemach n'a pas caché le moindre bouc, mais son camarade, le petit jeune qu'il a surnommé gamin, et qu'il a nommé en rigolant, excusez-moi du gros mot, de bite. Voilà. Donc, encore une fois, les médias ukrainiens ont fait... la montagne de médias ukrainiens a accouché d'une souris. Ouais, là, ils ont de nouveau merdé. On voit pas très bien ce que le bip viendrait faire là, sinon de cacher un gros mot et pas du tout un bien mot... sûr, c'est la technique habituelle, c'est une technique que j'ai déjà moi-même utilisée. Bellingcat a essayé de faire de la lecture sur les lèvres, parce que Sensor a dit qu'ils avaient lu sur les lèvres de Tsemach. Alors, je pense qu'ils doivent changer d'expert. Oui. De toute urgence. Bellingcat a essayé aussi. Ils ont prétendu que si, ils disaient bien le mot book. Bon, si ces mecs-là parlent russe, moi je suis la reine d'Angleterre. Parce que non, c'est très visible. Je vais vous montrer. Vous allez voir la vidéo. C'est très simple à vérifier. Vous allez voir la vidéo. Voilà. Et puis maintenant, vous allez regarder. Vous mettez en parallèle la vidéo, notre vidéo maintenant. D'accord ?
Parce que prononcer le mot bouc ou le mot rouille, ça se dit pas de la même façon du tout. Le mouvement des lèvres est pas du tout le même. D'accord ? Voilà, toute personne qui parle russe, d'ailleurs il y en a plein qui ont épinglé Bellingcat en disant mais vous racontez vraiment de la merde, c'est n'importe quoi. Je veux dire, n'importe quel russophone voit bien que Tsemach ne prononce pas le son bou, mais le son hou. Voilà, le son hou, donc un son raclé, c'est un ch. C'est comme quand vous raclez la mort. C'est KH, comme, c'est KH. C'est plus dur qu'un H, c'est un ch. C'est précédé d'un K, comme un espèce de KH. En arabe aussi, il y a... En transcription, on écrit ça KH. C'est un ch. C'est un son assez raclé, un peu difficile des fois pour les Français à prononcer. Mais ça donne une forme des lèvres qui est très différente. Si tu regardes, vous regarderez cet original, le moment où Tsemach, donc à 5 minutes et quelques, donc prononce ce mot où il y a le bip, et vous comparez maintenant. Je vais vous prononcer le mot bouc. 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 Vous voyez, mes lèvres sont quasiment fermées. Bouc. Voilà. Maintenant, rouille. 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 Bouc. Rouille. Bouc. Vous voyez la différence ? Le B, je suis obligé de fermer les lèvres quasiment complètement. Le rouille, vous refermez un peu, mais pas totalement la bouche. C'est deux sons très très différents. Maintenant, vous comparez avec la vidéo avec Tsemach. Puis vous allez voir que la lecture sur les lèvres, aussi bien celle de Bellingcat que celle de Sensor.net, c'est de la merde. D'accord ? En plus, autre truc que des gens qui parlent pas russe comme Bellingcat se sont pas rendus compte, c'est qu'ils ont mis le bip juste sur le mot offensant. Sur le mot... En fait, il dit pas rouille, il dit rouilla. Parce qu'en fait, il dit etava rouilla. Donc, j'ai cassé 7 bits. Donc, etava, c'est le se. C'est le pronom qui vient après le verbe caché. D'accord ? Or, la forme etava n'est appropriée pour un complément d'objet direct. Donc, j'ai caché quelque chose ou j'ai caché quelqu'un. Ce quelque chose ou ce quelqu'un, c'est le complément d'objet direct. Je vous refais une petite base de grammaire. En russe, c'est le cas de l'accusatif. D'accord ? Or, pour les mots masculins, je vous épargne la grammaire russe en détail, mais il y a 3 genres. En russe, il y a le masculin, le féminin et le neutre. Bon. Le bouc, comme le mot rouille, sont des masculins. Oui, Popol est au masculin en russe. Ce sont des masculins. Or, pour le masculin à l'accusatif, il y a en fait 2 règles. Selon que le mot désigne quelque chose, en fait, un être animé, c'est-à-dire un animal ou un être humain, ou quelque chose d'inanimé. Le bouc est inanimé. Le bouc est inanimé, c'est un objet. Si c'est un objet, l'accusatif, donc le complément d'objet direct, s'écrit comme au nominatif, c'est-à-dire comme si c'était le sujet. Il n'y a pas de différence. Il s'écrit de la même façon. Donc dans ce cas-là, il aurait dit j'ai caché etat bouc. Or il dit pas etat, il dit etava. Etava, c'est l'accusatif pour les animés, c'est-à-dire il parle d'un animal ou d'un être humain. Donc on voit bien qu'il parle en fait du gamin qu'il est allé chercher parce qu'il s'est certainement trop avancé en fait pour aller tirer sur les chars d'assaut ou un truc du genre. Et donc Tsemach a dû aller le chercher. Et donc il dit en rigolant, j'ai dû aller chercher cette bite. En mode, il n'a pas grand-chose dans la cervelle. Bon, voilà. Mais clairement, si Tsemach avait parlé d'un bouc, il aurait dit etat bouc. Il n'aurait pas dit etava. Jamais de la vie. Un bouc n'est pas un truc animé, c'est pas un Transformers. C'est un masculin inanimé. Voilà, la grammaire russe est très simple, très compliquée plutôt, mais dans ce cas, elle nous aide énormément parce qu'en fait, elle est très claire. Elle est très claire. Etava, vous ne pouvez pas l'utiliser à l'accusatif pour un inanimé comme un bouc. C'est impossible. Donc, il parle soit d'un animal, soit d'un être humain. Donc il y a quelqu'un ou un animal qu'il est en train de traiter de bite. Voilà. Qui est confirmé par le bip
Le fameux bip qui cache le mot grossier. Qui cache l'obscénité. Voilà, et pas je le l'ai bouc. fait aussi quand j'ai passé 3 jours à Zaïtsevo il y a 2 ans en arrière. C'était rempli d'obscénité. Bon, j'ai coupé au maximum quand c'était possible. Et il y a eu un moment où il y avait un truc super intéressant, vraiment, je pouvais pas couper. Bon, j'ai mis un bip. Voilà. Parce que les soldats jurent tout le temps. C'est un truc classique. Moi, les théories du complot à la Bellingcat, en mode oui, mais non, regardez, le reste de l'interview, ils jurent pas. Oui, mais parce que tout simplement, le journaliste a peut-être déjà coupé tous les morceaux où il jurait comme un charretier. Tout simplement. Je veux dire. Et on a la faut preuve arrêter. qu'il a utilisé plusieurs morceaux pour faire cette vidéo. Bien sûr. Donc voilà. C'est n'importe quoi. Je veux dire, le bip pour cacher les obscénités, c'est un truc classique en journalisme. Hein. Absolument. Faut arrêter de chercher les trucs. Et je vous dis, vous demandez à n'importe quel russophone de votre entourage, et puis vous regardez, hein, je vous dis, entre bouc et rouille, vous voyez, la forme des lèvres n'est pas du tout la même. Or, vous regardez ce que Tsemac fait, il fait pas un B, il fait un R. Il fait un R. Donc la bouche est très légèrement fermée, mais pas complètement comme avec un B. D'accord ? C'est l'énorme différence entre des consonnes comme celle-là, comme les chuintantes, etc., et les gutturales. Je veux dire, les chuintantes, les gutturales et les sonores, je dirais un B, un P, se prononce pas comme un H, un Ch. Tu vois la bouche fait pas du tout le même mouvement. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, il dit « etava rouilla », donc rouille, qui effectivement, lui aussi, comme ça parle entre guillemets d'une personne, est mis en fait au cas comme si il parlait d'une personne, donc ça devient etava rouilla. S'il parlait réellement d'une bite au sens littéral du terme, il dirait etat rouille. Mais là, il parle d'une personne, donc il dit etava rouilla. Donc il utilise la forme de l'accusatif pour l'animer, qui est en fait la même chose que le génitif. Je vous ferai pas un truc détaillé sur la grammaire russe. Je vous encourage à aller regarder sur YouTube et Wikipédia à propos des règles de déclinaison du russe. C'est des règles assez compliquées pour nous Français, mais elles sont très claires. Donc etava, le mot etava qui lui n'a pas été bipé, qui est clairement audible, montre clairement qu'il ne parle pas du tout d'un bouc qui est un truc inanimé, mais il parle bien soit d'un animal, soit d'un être humain. Or, comme il parle avant de gamin, de ce gamin, qui est le surnom de ce soldat, qui est très certainement un petit jeune, un peu concon, donc le fait qu'il le surnomme donne ce petit surnom de bite. Voilà. On dit con comme une... Enfin bon, je... Voilà. Voilà. Ouais. Hein, donc voilà. Donc le SBU a kidnappé ce mec parce qu'ils confondent un bouc et une bite. Hein. C'est quand même. c'est grandiose. Ouais, non, c'est grandiose. Ça, ils sont vraiment au bout du rouleau quand même hein, pour arriver à des trucs comme ça parce que là ils passent pour des cons. Je veux dire, n'importe qui parle russe, enfin même en Ukraine, ils passent pour des abrutis là. Hein. Il y a que les fanatiques russophobes hein, qui gobent ce machin-là. Je veux dire, toute personne un peu sincère qui parle russe, même un peu, et qui connaît entre autres ce qu'on appelle le ruskimat, c'est-à-dire les gros mots en russe, reconnaît bien qu'il dit un gros mot. Je veux dire, il dit ça en rigolant. D'ailleurs, s'il parlait d'un bouc, il dirait ça de manière très sérieuse. Je veux dire, là, il rigole, tu vois bien qu'il est en mode très décontracté. Voilà. Et puis pendant ce temps-là en Ukraine, on continue dans la descente aux enfers, puisque la destruction de l'industrie après la rupture des liens économiques avec la Russie et l'exode massif de la population en âge de travailler à l'étranger sont des points de non-retour terrifiants. C'est ce qu'a déclaré le député de la Rada, Evgeny Mouraïev, sur la chaîne de télévision Nash. Il a dit, je cite, « Nous nous dirigeons vers des points de non-retour terrifiants. Nous assistons à la destruction d'entreprises en raison de la perte de marché et la main-d'œuvre qualifiée s'en va. 10 millions de personnes travaillent à l'étranger. Chaque spécialiste a besoin d'être formé pendant de très nombreuses années, c'est un coût énorme. L'école, l'institut, le temps jusqu'à ce qu'il acquiert l'expérience nécessaire. » Alors, le truc assez délirant, c'est qu'il a même été soutenu là-dedans par la mère Timoshenko, qui, je rappelle, quand même, a joué un rôle non négligeable dans l'Euromaïdan. Enfin, son parti, en tout cas, a joué un rôle non négligeable là-dedans. Hein. Donc, si l'État est dans son état actuel, c'est quand même en partie grâce à elle. Ça. Et elle a quand même sorti nous restons une économie de matières premières arriérée et ruinée. Aujourd'hui, la Banque mondiale a déclaré que l'Ukraine a 50 ans de retard sur la Pologne. Il nous faudra 50 ans pour rattraper la Pologne en termes de développement économique. C'est ce qu'a déclaré Timoshenko en guise de résumé des résultats des 5 premières années de la vie au paradis promise après l'Euromaïdan. Vous êtes content de votre coup d'État ? C'est magnifique, hein ? 50 ans de retard sur la Pologne. Ah, c'est une réussite, hein.
il n'y a pas de doute. Hein. D'accord, je trouve que 50 ans, c'est gentil. De toute façon, vous ne le rattraperez pas le retard. Dans 50 ans, vous n'existerez plus. Hein. Je ne veux pas être méchante, mais... Dans l'état où ils Votre sont. pays ne tiendra pas jusque-là. Hein. J'ai de gros doutes, en tout cas. Et puis, donc, on avait parlé la semaine dernière de ce nouveau bordel au sein d'un nouveau schisme au sein de l'église orthodoxe en Ukraine. Alors accrochez-vous parce que c'est grandiose. On avait dit que ça allait être le bordel, ça va pas louper, puisque donc ce cher Philaret, le chef du patriarcat de Kiev non reconnu, a balancé quelques infos très croustillantes. Et alors il les a données, en plus c'est une chaîne russe, Rossiya 24. Alors c'est magistral quand même, Pépé, parce que c'est russophobe comme c'est pas permis quand même. Et dans cette interview, il accuse clairement le patriarcat de Constantinople de falsification. Voilà. Donc, ce qu'il dit, c'est des trucs que moi j'avais dit quand ils ont accordé le tomos d'autocéphalie à la fameuse église orthodoxe d'Ukraine, d'accord ? Que tout le monde, tous les pro-Kiev et tous les trolls, etc., avaient dit ouais, c'est de la propagande du Kremlin. Bah, maintenant c'est le père Philaret qui dit la même chose. Là, ça va être un peu dur de l'accuser d'être un troll du Kremlin quand même. Oui, lui, oui, surtout, oui. Monsieur, je distribue des médailles aux néo-nazis ukrainiens. Il a dit le 6 janvier 2019, lors de la remise du tomos, nous avons vu que ce qui était écrit n'était pas ce que nous attendions. Il dit si j'avais su ce qui serait écrit dans le tomos, je n'aurais jamais accepté. Entre autres, Philaret n'aime pas le fait que l'Ukraine doive recevoir la mire du patriarcat de Constantinople, ce que j'avais dit, parce qu'en gros, si Constantinople leur fait un blocus de la mire, qu'ils ne leur donnent pas, ils ne peuvent pas faire de baptême, ils ne peuvent pas sanctifier les églises, etc., etc. Philaret n'aime pas non plus le nom d'église orthodoxe d'Ukraine. Il dit ils nous ont donné le nom non pas d'église orthodoxe ukrainienne, mais église orthodoxe d'Ukraine ou église orthodoxe en Ukraine. Il dit le bénéfice pour Constantinople est grand, puisqu'après tout une telle église n'a le droit de servir que sur le territoire ukrainien. En dehors du territoire ukrainien, en Europe, en Amérique, au Canada, en Australie, ces territoires appartiennent au patriarche de Constantinople. Ah bah tiens. Le patriarcat de Constantinople s'est bien agrandi aux dépens des schismatiques ukrainiens. C'est bien ce que j'avais dit aussi. Voilà. Il n'aime pas non plus, d'ailleurs, Philaret, le fait que les questions importantes doivent être résolues par le patriarche de Constantinople. Il dit quel genre d'église autocéphale sommes-nous ? Il dit ça veut dire qu'on n'est pas complètement autocéphale. C'est aussi ce que j'avais dit. Voilà. Là, je vous dis, avant d'accuser Philaret d'être un propagandiste du Kremlin, vous allez pouvoir vous lever tôt, les enfants. Il s'est aussi plaint du fait qu'il s'est fait en gros tromper par Poroshenko et par Epiphane, l'autre petit jeune là, puisqu'en fait il semble qu'au départ de ce qu'il dit, l'accord avec Porky et Epiphane c'était que Philaret ne serait pas le chef officiel, mais qu'il serait le chef officieux de la nouvelle église, et qu'Epiphane en fait ce serait la façade. Il ferait la partie représentation à l'étranger vers les autres églises orthodoxes. Voilà. Et donc il dit si la question avait été soulevée de me retirer de la gestion de l'église, je ne me serais pas retiré dans de telles conditions, j'ai été trompé, et le président m'a trompé, et Epiphane m'a trompé. Donc voilà, là on a Papy Brossard qui est en train de... remis dans les brancards, oui. En train de rouler dans les brancards. Pour lui, Porky n'a même pas lu le tomos. Il a dit pour le président, ce qui était important, c'était d'avoir un tomos. Mais quel genre de tomos et quel était son contenu, en gros, il s'en foutait. Il a refusé de commenter les rumeurs de corruption du patriarche de Constantinople par l'Ukraine. Il dit de notre côté, ça s'est pas produit. Voilà, j'ai quelques petits doutes quand je vois ce que je vais vous raconter après. Et il a dit, la seule chose qui importe maintenant, c'est qu'un concile local ait eu lieu, qui a confirmé l'existence donc de l'ancienne église schismatique, l'UOC KP, donc du patriarcat de Kiev. Il dit maintenant la tâche qui m'attend est de faire du patriarcat de Kiev la plus grande église d'Ukraine à nouveau. Donc on a de nouveau un schisme. Donc on a maintenant 3 églises orthodoxes en Ukraine. De nouveau, c'est magnifique. Bon, un truc qui risque de l'aider, donc c'est... la petite partie dont je vous parlais, c'est les informations qui sont en train de circuler sur la dîme, si on peut appeler ça comme ça, que la fameuse église orthodoxe d'Ukraine, l'EOU, doit payer à Constantinople pour son tomos. Parce qu'en fait, je rappelle que dans le deal, Poroshenko avait promis de filer un certain nombre d'églises et de monastères à Constantinople.
Sauf qu'il semble que c'est plutôt mal barré. Que le successeur de Porky n'a pas l'air d'être très décidé à appliquer ce qui était signé. Mhm. Résultat, Constantinople exige de chaque paroisse de l'Église orthodoxe d'Ukraine entre 4 000 et 20 000 euros. Rien que ça. Ouais. C'est ce qui a été déclaré par le métropolite Anthony de Borispol et Bovarski à la chaîne News One. Donc, d'après lui, les représentants de Bartholomé en Ukraine ont tenté d'établir des contacts avec Zelensky pour voir s'il allait appliquer les accords conclus par Porky sur le transfert au fanard de plusieurs églises et monastères ukrainiens. Or, la réunion a échoué. Résultat, le métropolite Emmanuel de Gaulle a présenté la facture à Épiphane, 28 millions d'euros, soit entre 4 000 et 20 000 euros pour chaque paroisse, issue de l'unification des deux églises schismatiques. Il semble que c'est après que la facture a été présentée que Philarète nous a fait son deuxième schisme. Ah, voilà. Tout s'explique. Il faut dire que je vois pas comment ils vont payer. Parce que, c'est une évidence. Je veux dire, vu la taille des églises schismatiques, même en ayant piqué quelques églises au canonique, je vois pas d'où vous allez sortir 28 millions. C'est clair. À moins que vous ayez quelques riches donateurs. Mais, faute de quoi, je pense que ça va pas être possible. Non, c'est clair. Ce qui explique que Philarète se retire du deal en faisant son petit schisme. Et donc je pense que cette église orthodoxe d'Ukraine va mourir lentement mais sûrement de sa belle mort. Et qu'on pourra se servir du Tomos pour faire du papier toilette. D'accord. Okay. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. Donc là, j'ai pas trop le temps aujourd'hui de parler d'une autre news importante qui est la condamnation en Italie d'un Italo-Ukrainien qui était poursuivi pour le meurtre du journaliste Andrea Rocchelli. Il a été condamné à 24 ans de prison. Je reviendrai là-dessus la semaine prochaine, parce que c'est du lourd. Kiev nous ont sorti une réaction complètement hystérique qui est absolument grandiose et qui montre très clairement quel genre de personne c'est. Donc je reviendrai là-dessus la semaine prochaine pour pas vous faire un site-rep de 2 heures. Donc voilà, donc je te dis à la semaine prochaine. Comme j'ai dit, donc pour l'instant je fais très peu ou pas du tout de reportages sur le terrain parce que voilà, je me concentre sur le MH17, ça avance. Donc j'espère que le documentaire sorti donc par Bonanza Media sortira bientôt. Je m'occuperai de la traduction en français de ce documentaire. La bande-annonce a déjà été publiée sur Donbass Insider. Je vous encourage à aller la regarder. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain site rep. Merci Christelle. À la semaine prochaine. Au revoir.